Donc bonjour à tous, moi c'est Pierre, je suis développeur chez Blablacar et aujourd'hui je vais vous parler du machine learning. Donc on va commencer par un problème qui peut paraître assez simple mais qui s'avère très difficile à résoudre sans l'aide du machine learning. Imaginez que je vous demande d'écrire un programme qui prend en input, en entrée, une image et en sortie doit définir si c'est une image d'une pomme ou d'une orange. Donc dans une approche traditionnelle, on partirait sur différentes fonctions, peut-être pour essayer de détecter les couleurs, les contours, la texture, et suivant ces résultats, essayer de calculer une probabilité du fait que ce soit une pomme ou une orange. Le problème avec cette approche, c'est que pour chaque règle qu'on va mettre en place, on va tomber sur un cas particulier qui va contredire cette règle. Et par exemple, pour les couleurs, comment le programme se comporterait sur une image en noir et blanc ou sur l'image d'un fruit tout autre. Tout ça pour dire que les règles manuelles, si on veut gérer les différents cas particuliers qui vont se présenter à nous dans des cas de vie réels, le code va devenir de plus en plus complexe à maintenir et voire immaintenable. Donc c'est l'un des gros avantages du machine learning, c'est que c'est un apprentissage à partir d'exemples et de l'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par exemple? Tout simplement, les exemples, ce sont de la donnée. Donc là, vous avez un dataset très simple. D'une part, les classes sur le côté. Donc là, on est en présence de voitures de sport et de voitures. Et pour chaque classe, on va avoir des attributs qu'on appelle des features, où là, on a typiquement le nombre de sièges et la puissance en chevaux de la voiture. Donc le machine learning, c'est une grande famille d'algorithmes qui répondent à différentes problématiques. Si on va chercher à prédire un nombre, donc par exemple prédire un prix, ça sera un problème de régression. Et dans notre cas présent, si on veut prédire une classe, donc suivant une puissance et un nombre de sièges, on va essayer de deviner si c'est une voiture ou une voiture de sport, ça sera un problème de classification. Donc on va s'intéresser plus précisément à ce problème et je vous présente là donc un exemple, un peu le Hello World du machine learning, en 5 lignes, écrire un modèle prédictif. Donc ça, on va s'appuyer sur la librairie scikit-learn, qui est un peu la librairie référence en Python. Donc on va retrouver nos features et nos labels. Donc chaque couple de features, le label associé. Ici, je vais instancier un arbre de décision. Donc pourquoi un arbre de décision? Parce que c'est un des modèles les plus simples à comprendre et les plus simples à illustrer. Je vais vous montrer ça par la suite. Le fit correspond en fait à l'entraînement. Donc on va entraîner ce modèle sur nos données d'exemple. Et on va lui demander une prédiction, donc sur une puissance de 200 chevaux avec 4 places. Et là, notre modèle répond voiture. Donc c'est un peu l'effet waouh du machine learning, c'est qu'en 5 lignes, on a écrit un modèle prédictif. Donc l'arbre de décision, comment ça se passe? C'est très simple à comprendre. À chaque nœud, on va avoir une décision qui est prise au niveau de la valeur d'un attribut. Donc là, on voit que le modèle a décidé que c'était la puissance de la voiture qui était décisive. Donc si c'est inférieur à 225 chevaux, on est sur une voiture, et supérieur sur une voiture de sport. Donc là, évidemment, c'est un exemple très simplifié pour vous montrer le principe, mais au fur et à mesure qu'on va ajouter des exemples et différentes features, notre arbre va se... Donc, oui, vu qu'on apprend des exemples, la donnée est vraiment très très importante dans le machine learning. Il faut apporter un soin particulier à la donnée sur lequel l'algorithme va s'entraîner. Donc pour ça, on a les features. Donc si je reprends l'exemple précédent pour la puissance de la voiture, on voit que si on est sur une puissance de 150 chevaux, on a de très fortes chances que ce soit une voiture classique. Et à contrario, sur une puissance de 300 chevaux, on a une très forte chance que ce soit une voiture de sport.
Mais vous remarquerez que malgré ces fortes probabilités, on a toujours une petite partie de doute. Donc pour résoudre ce doute, on va tout simplement multiplier les features qui vont nous permettre... Voilà. Ah, ça a planté, connexion perdue. Ok. Donc là, vous avez l'exemple de 4 features qui vont nous permettre justement d'affiner ces petites zones de doute pour avoir une prédiction plus précise. Ok. Donc malgré cela, on ne veut pas non plus mettre n'importe quoi dans notre dataset. Typiquement, si on avait voulu prendre en compte la couleur de la voiture, on voit que qu'elle soit red, yellow, enfin rouge, jaune ou noir, il est très difficile de savoir si c'est une voiture classique ou une voiture de sport. Donc c'est une feature qui serait vraiment inutile et il vaut mieux la retirer pour éviter d'introduire du bruit dans l'apprentissage de notre modèle. Il y a aussi une partie très importante qui est ce qu'on appelle le feature engineering, c'est tout simplement penser à de nouvelles données. Donc dans le cas de notre exemple voiture et voiture de sport, on peut par exemple penser à est-ce que peut-être le volume du coffre, ça serait une donnée intéressante, le nombre de portes également peut être assez intéressant. Et donc il faut vraiment essayer de suivre son instinct et de se mettre à la place de l'algorithme et d'avoir une méthode de raisonnement, comment moi je résoudrais le problème. Aussi une autre problématique très importante, c'est la simplification des features. Donc, dans un exemple, on essaierait de prédire le prix d'un vol et on disposerait d'un dataset de latitude et longitude de départ et d'arrivée, qui sont des features assez complexes à comprendre pour un modèle. On pourrait tout simplement créer une nouvelle feature qui comporterait la distance en kilomètres. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui fait une bonne feature? Donc, elle doit comporter de l'information, idéalement indépendante. Typiquement, ça ne sert à rien de mettre une distance en kilomètres et une distance en miles dans un même dataset, car elles sont fortement corrélées. Et simple également à comprendre. Voilà, donc on a des datasets, on a un modèle qui fait des premières prédictions. Comment on peut savoir si notre modèle est vraiment performant? Une des premières choses à faire, c'est en fait de splitter votre dataset. Donc là, on est sur une répartition assez classique, c'est ce qui se fait en général, de 80% de training et de 20% de test. Donc c'est-à-dire qu'on va entraîner notre modèle sur 80% de la donnée et le tester sur les 20% restants. Donc grâce à des données de test, on va pouvoir, dans le cas d'une classification, établir ce qu'on appelle la matrice de confusion pour comparer la décision prédite par rapport à la décision attendue, et ce qui va nous donner les quantités de faux positifs, faux négatifs, etc. Ce qui va nous permettre de calculer la précision, le recall, l'accuracy. Et donc grâce à ces mesures, on va pouvoir itérer sur notre modèle, parce que le machine learning, c'est pas une science exacte. On peut avoir de l'intuition sur un modèle qui va marcher, des features qui vont bien marcher, mais il faut toujours vérifier. C'est grâce justement à ces mesures de performance qu'on va pouvoir itérer sur le modèle et s'approcher de ce qu'on veut en termes de précision. Maintenant, je vais vous toucher un mot sur ce qu'on appelle le deep learning, dont vous avez sûrement entendu parler récemment, notamment grâce à Google et son algorithme AlphaGo, qui a battu assez récemment un champion international de Go, le champion du monde. Ça peut paraître assez simple comme ça, parce que c'est un jeu de plateau, mais il faut savoir que dans le Go, il y a plus de combinaisons possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Voilà, pour avoir un ordre d'idée de complexité. Donc le deep learning, ça se base sur des réseaux de neurones artificiels. C'est pas un concept qui est nouveau, parce que ça date des années 40 où il y a des chercheurs qui sont penchés sur le fonctionnement du cerveau humain et ont essayé de reproduire avec des structures de données assez simples comment les neurones fonctionnent. Ce qui vraiment a été nouveau dans l'utilisation de ces réseaux de neurones artificiels, c'est vraiment le côté deep. Donc pourquoi deep? Parce qu'on va accumuler plusieurs couches
de ces neurones. Et ce n'est qu'assez récemment, en 2012, que Google a décidé de tester sur un gros réseau de neurones en prenant 10 millions d'images issues de vidéos YouTube et de les entraîner telles quelles dans un grand réseau de neurones, de donner les images en input et de voir ce que le modèle était capable d'apprendre par lui-même. Et ils se sont rendus compte que à la fin de l'entraînement, au bout d'une semaine, je crois qu'ils avaient vraiment, c'était à grande échelle, que le modèle était capable de reconnaître tout seul des chats, parce qu'il y a beaucoup de chats sur YouTube, et avec une précision de 74%, mais aussi plus de 300 autres objets indépendamment. Donc ce qui est vraiment très intéressant avec le deep learning, c'est que c'est vraiment l'échelle et la puissance de calcul et la quantité de données disponibles qui ont rendu vraiment cette famille d'algorithmes qui fait partie du machine learning très populaire en ce moment et très très performante. Alors, je vais finir sur comment nous on utilise chez Blablacar le machine learning. Donc on l'utilise principalement sur un sujet actuellement, qui est la modération. Donc il faut savoir que chaque mois on reçoit plus de 10 millions de textes tapés par les utilisateurs, que ce soit les avis, les biographies, les questions publiques. Et grâce au machine learning, on est capable de modérer 75%, d'accepter automatiquement 75% de ce contenu, ce qui représente 7 millions d'items par mois. Donc comment ça fonctionne un peu plus en détail? Le traitement du texte est un peu plus particulier, car chaque mot va être en fait une feature. Et donc on veut aussi s'assurer que notre texte est bien cohérent et que chaque mot porte de l'information. Typiquement, si on acceptait tel quel toutes les URL, toutes les emails, on n'aurait pas l'information que l'on cherche à savoir que le texte contient une URL, puisque toutes les URL sont uniques, tous les emails ont tendance à être uniques. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir une première étape de filtre. On va remplacer chaque email ou chaque URL par un token spécial, ça peut être underscore URL underscore ou quelque chose comme ça, un mot très significatif qui va porter de l'information sur le texte. Après ça, on va le fournir à l'algorithme. Donc on utilise nous un algorithme bayésien qui a été rendu très populaire notamment par la détection de spam. Et on va sur après filtre vérifier pour chaque token la présence ou non. Donc en base de données, on a les occurrences de chaque mot pour chaque catégorie, donc si ça a été OK ou not OK. Et en fonction de la présence ou pas de ces mots, on va pouvoir en déduire une probabilité au niveau du texte, si il est OK ou pas. Si on a une probabilité supérieure à 90%, on va pouvoir l'accepter automatiquement. Sinon, on va l'envoyer à notre équipe de modération qui, par la même occasion, lorsqu'elle donnera sa décision, va pouvoir entraîner le modèle. Et donc, on fait ce qu'on appelle de l'apprentissage renforcé. On va pouvoir améliorer de jour en jour la précision du robot. Et voilà, on est seulement au début, en tout cas du machine learning chez Blablacar. On a pas mal d'équipes qui travaillent sur des sujets, que ce soit la prédiction d'un succès pour un conducteur, ou alors est-ce qu'un certain trajet va avoir un passager ou non. Et rien que la semaine dernière aussi, on a expérimenté du deep learning sur de la modération automatique de photos. On a eu des résultats très encourageants avec plus de 75% de précision sur seulement 20 000 photos, sur un réseau de neurones entraîné seulement sur 20 000 photos. Et voilà, si vous avez des questions.